Des casques bleus de la MINUSTAH sont bel et bien à l'origine de l'épidémie de choléra en Haïti. C'est ce qu'a révélé un rapport publié cette semaine par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, CDC. Suite à la publication de ce rapport, le sénateur de l'Ouest, Steven Benoit, demande aux responsables de l'ONU de dédommager les victimes de cette épidémie. M. Benoit estime que le gouvernement haïtien doit réagir après la publication de ce rapport qui a incriminé la MINUSTAH dans le cadre de cette affaire. Mais le CDC qui dit, US Center for Disease Control and Prevention, qui dit, c'est une autorité reconnue à travers le monde, CDC, je dis à confirmer que c'est sous choléra, c'est une base népalaise et militaire népalaise de Mirbalais. Donc ça, je dis, c'est un appel, je ne vais pas sur tout le dossier à la fois, il y a une commission santé et dans la Chambre des députés et dans le Sénat, je dis, son appel m'a fait et m'a écrit tous les deux présidents de la commission santé et dans le Sénat et dans la Chambre des députés pour prendre le dossier à cœur, pour presser, pour convoquer le gouvernement et nous espérons que le président Martelly, nous supposons conseiller lui au bali document pour le président Martelly tout statuer pour le dire qui position gouvernement là sous rapport final que CDC sorti. Donc je dis à l'éclair, il y a plus de 5000 personnes qui mourent, il y a un groupe de monde qui est responsable, c'est MINUSTAH, c'est contingent militaire MINUSTAH népalais qui jusqu'à présent il là toujours dans Mirbalais. Donc je dis faut le gouvernement dire un bagaille non seulement avec contingent népalais supérieur à Chikyo, et faut le gouvernement dire un bagaille avec victimes et parents victimes. Il y a plus de 5000 personnes qui mourent. Je dis à me penser que faut qu'il y ait réparation pour les gens à famille. Donc nous-mêmes, nous dénoncer là, mettre documents à disposition nous, mais faut que la commission santé publique et chambre des députés et Sénat prennent responsabilité pour convoquer. Moun pour convoquer. Et là, nous demandons au président Martelly tout prendre responsabilité, bien que pas de président le ça arrivé. Mais le gouvernement sortant, Préval Belry, pas de jamais dit rien. Donc là, je veux dire, c'est une opportunité que le président Martelly gagne pour lui statuer définitivement tout ça qu'a fait. Rappelons que depuis son apparition à la mi-octobre 2010 dans le département de l'Artibonite, le choléra a déjà fait plus de 5000 morts dans le pays. La MINUSTAH continue d'exiger des preuves scientifiques quant à la responsabilité des casques bleus népalais dans l'importation en Haïti d'une souche du choléra en octobre 2010. Intervenant au cours de la conférence hebdomadaire ce jeudi, la porte-parole de la mission onusienne conteste la véracité des conclusions du rapport de CDC. Toutefois, Sylvie van den Wildenberg affirme que la mission serait prête à présenter des excuses publiques si ces informations devaient être confirmées. Ma foi, si les gens veulent utiliser cet avocat et veulent porter plainte contre X, contre la MINUSTAH, contre n'importe qui, chacun est libre de porter plainte contre X, Y ou Z, et ce sont là on rentre dans des procédures juridiques et on rentre dans des questions de justice. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Je veux dire, on a absolument, on ne peut que prendre note de ces volontés de plainte et voilà, l'Organisation des Nations Unies a un service juridique qui répondra comme il se doit à ces plaintes si nécessaire. La MINUSTAH n'est pas inquiète par le fait que des individus qui ont, et vraiment je le répète sincèrement, je voudrais que vous m'aidiez à transmettre ce message. La MINUSTAH a de l'empathie pour toutes les victimes du choléra. La MINUSTAH a déjà fait part de cette empathie et tient aujourd'hui à refaire part de cette empathie. Et la MINUSTAH comprend très bien la souffrance des familles et des victimes de cette épidémie. Maintenant, la question de la responsabilité, c'est une autre question, monsieur. C'est une question de droit et c'est tout à fait en dehors du ressort de la MINUSTAH. Je ne vois pas quelle position on pourrait avoir là-dessus et quelle inquiétude ça pourrait susciter. Nous, notre inquiétude maintenant, c'est que la maladie ne continue à évoluer et c'est comment pouvoir la juguler, comment pouvoir limiter le nombre de morts et comment pouvoir appuyer au mieux les institutions de ce pays, le ministère de la Santé, pour répondre le mieux possible à cette épidémie, pour en tirer toutes les leçons possibles. Nous,
comme Haïti d'ailleurs, et pour essayer vraiment d'augmenter le filet de sécurité d'Haïti par rapport à de possibles épidémies. Le président du Bloc Unité et du GPR, Jean Tolbert Alexis, dit espérer que le président Martelly pourra désigner son Premier ministre avant la fin de cette semaine. Le responsable du GPR a par ailleurs confirmé que 2 personnalités sont susceptibles d'être désignées au poste de Premier ministre. Cependant, il a refusé de dévoiler leur nom. Je pense la personnalité à l'état de monde, voilà, l'état de monde qui... choix doit équilibrer, l'état de monde qui rassembleur, et on choix éclairé tout pour le président, on choix qu'à monter le président qui a maturité. Et dans nos cas, est-ce que vous avez qui répond avec critères ça? Je pense oui, en toute honnêteté. Bon, M'taka dit, il est trop tôt pour nous prononcer. Il est trop tôt pour nous prononcer. Il est trop tôt toujours est-il. Il est trop tôt pour nous prononcer. D'ailleurs, j'ai même offert une porte de sortie au président. S'il ne peut pas trancher lui-même, mais qu'il nous envoie les 2 ou 3 noms, le Parlement fera un choix et ce choix sera le choix de la majorité. Ok, nous demandons qui est-ce qui a un profil pour le ministre? Je ne peux pas vraiment dire qui est-ce qui a un profil là, seulement qu'à dire c'est 2 citoyens haïtiens, jusqu'à preuve du contraire, que je suis content de parler de eux, 2 juristes même j'avais d'ailleurs. Le notaire Séan, c'est un juriste, un grand notaire. Et Maître Bernard Gou, c'est un professeur de droit. Et ancien ministre de la Justice, mais notaire Séan, ancien candidat à la présidence, homme de bon commerce, homme d'ouverture. Donc, je pense que c'est 2 mondes que je connais. C'est 2 mondes que je connais, comme avocat pareil, moi. Avocat, au prince, même j'avais mieux tout, je connais, je parle à tout, saluer, la main, pas de problème, il y en a 2, hein. Moi-même personnellement, comme avocat, comme personne, je suis dans le même métier avec moi. Nous-mêmes, GPR, nous avons le choix, c'est le président qui a choisi. On verra ce qu'il y a lieu de faire. On verra et on dira le mot du droit à partir des dossiers et du vote de l'Assemblée. Le Centre technique d'exploitation de la région métropolitaine de Port-au-Prince a présenté ce jeudi le bilan de ses activités, 3 mois après la création de cette structure par la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA. Suivez ce reportage de Jacques Bourdeau. Ils sont 6 experts français à la tête du Centre technique d'exploitation de l'eau de la région métropolitaine qui a pour mission d'améliorer la qualité de l'eau potable. Ce jeudi 30 juin, le directeur du Centre technique d'exploitation de l'eau a apporté des précisions sur le travail du CTE après 3 mois sur le terrain. Jean-Claude Séropian. On a été confronté à 2 urgences majeures à partir du mois d'avril, qui sont la reprise de l'épidémie de choléra et le désengagement de l'alimentation en eau des camps. Donc ça, c'était des urgences à régler quasiment dans les quelques semaines qui ont suivi. Aujourd'hui, c'est à peu près réglé. Donc choléra, c'est maîtrisé, du moins sur le plan de l'eau, sur le plan de la chloration de l'eau, du contrôle de la qualité, ça c'est complètement maîtrisé. Et puis, effectivement, on a commencé à alimenter un certain nombre de camps en eau pour permettre la continuité de ce service. Selon le directeur du CTE, les techniciens travaillent d'arrache-pied pour améliorer la qualité de l'eau potable à Port-au-Prince. Aujourd'hui, on a une politique de désinfection permanente et on a un système de contrôle avec des gens sur le terrain, plus d'une quinzaine de personnes qui patrouillent, qui contrôlent au niveau de la production, au niveau du consommateur, pour voir si effectivement on a de l'eau désinfectée et fiable. Sur plus de 3 millions de Port-au-Princiens, le centre arrive à atteindre seulement 32 000 clients. Faute de moyens, explique Jean-Claude Séropian, le directeur du centre technique d'exploitation de l'eau. Il faut qu'on trouve les investissements nécessaires et faire les travaux qui vont assurer ce réseau de distribution d'eau. Mais pour ce faire, il faut traiter les fuites, il faut déboucher les tuyaux bouchés qui depuis des années n'ont pas été entretenus. Donc il y a un travail préalable très important. Effectivement, les gens se plaignent qu'il n'y a pas d'eau, et ils ont raison, on ne peut pas dire qu'ils ont tort. Et on fait tous les travaux qui sont... Il y a certains quartiers qui commencent à avoir de l'eau de façon beaucoup plus régulière qu'avant. Ces 6 experts qui commandent le centre technique d'exploitation de l'eau de la région métropolitaine doivent passer 3 ans à la tête du centre pour pouvoir relever le niveau de la qualité de l'eau et en faire une distribution équitable.
Inauguration ce jeudi des travaux de réhabilitation d'un compartiment au pénitencier national. Ce bâtiment, communément appelé Titanic, endommagé par le séisme du 12 janvier, a été rénové grâce à un financement de la CICR. Reportage chez la Louis. Les conditions de vie des prisonniers du pénitencier national seront bien meilleures qu'avant. C'est du moins ce que souhaitent les responsables qui ont inauguré ce jeudi 30 juin un compartiment réhabilité grâce au support du Comité international de la Croix-Rouge. Communément appelé Titanic, ce quartier pénitentiaire dispose de 22 cellules pouvant accueillir chacune 36 détenus. Selon le chef de la délégation du CICR, Ricardo Conti, cet espace carcéral se veut un milieu où la dignité humaine est respectée. Les détenus sont logés dans des cellules rénovées, bien aménagées et plus humaines. Leurs conditions de vie seront plus dignes. Le cadre de vie est amélioré, la sécurité n'est pas négligée. Cela devrait donner la tendance pour une modernisation et une amélioration des établissements pénitentiaires d'Haïti. Certes, les infrastructures participent à l'efficacité de la prison et à bien des égards, mais ne sont pas tout. Il faut du personnel bien formé, ayant l'appui et le soutien de la hiérarchie pour mener à bien cette lourde tâche. Le directeur de l'administration pénitentiaire a pour sa part salué la réalisation de ce projet financé à hauteur de 260 000 $. Le commissaire divisionnaire Jean-Roland Célestin estime que c'est un pas vers la modernisation. Quand on dit moderniser, c'est effectivement répondre aux normes qui disent clairement comment garder les gens en prison. Et nous n'allons pas arrêter là. Beaucoup d'autres établissements sont en cours de réhabilitation et de construction, comme par exemple la prison civile de Carrefour, celle de Saint-Marc, la construction de la prison civile de la Croix-des-Bouquets et la réhabilitation de la prison civile du Cap-Haïtien. Il y a longtemps que les organismes de défense des droits humains menaient une lutte acharnée en vue de l'amélioration des conditions de vie des détenus. Certes, les prisonniers peuvent bien avoir une vie plus ou moins décente, mais leur plus grande préoccupation demeure le problème de surpopulation carcérale.